BFM Politique. Je reçois Marine Le Pen. Elle dit préparer la véritable alternance. Mais que propose le Front National? Baisserait-il les impôts et comment? Et puis côté municipal, à quoi ressemblerait une ville FN? Mes invités, je les interroge sur ce qui vous préoccupe. BFM Politique, 2 heures de direct au cœur de l'actualité. Ce soir, 18h. BFM Politique, c'est parti. On est ensemble pendant 2 heures. Vous nous regardez d'ailleurs en direct sur BFM TV et BFM Business Télé et radio 96.4. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le déroulé de l'émission. Pendant cette première heure, vous allez parler réforme fiscale avec Edwige Chevrillon de BFM Business. C'est ensuite Anna Cabana du journal Le Point qui viendra pour vous interroger sur vos contradictions. Et dans la deuxième heure, eh bien, on pourra voir les différences, la limite, les passerelles éventuelles ou au contraire les affrontements entre droite classique et Front National, puisque c'est Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui viendra vous affronter. Et puis Véronique Jacquier, qui vous écoute attentivement, viendra pour le débrief final, pour évidemment l'after RMC. Mais revenons tout de suite sur l'actualité. On vous entend assez peu sur l'actualité internationale. Elle est là au cœur de cette journée et de ce week-end, puisque cette nuit, accord international avec l'Iran. L'Iran qui a accepté donc de limiter l'enrichissement de son uranium en échange d'un assouplissement des sanctions. Est-ce que vous estimez que c'est un bon accord ? Oui, je ne crois pas qu'on nous entend de peu en réalité, puisqu'on a beaucoup évoqué l'international, notamment au moment de l'affaire libyenne, syrienne, malienne. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas encore eu l'occasion, je vous réserve la primeur, de ma réaction sur cet accord qui est intervenu cette nuit. Oui, bien sûr, c'est un bon accord. Bien entendu, tout ce qui éloigne le conflit est positif. Et je pense, moi aussi, au peuple iranien, car il vit depuis déjà de nombreuses années un blocus qui est extrêmement difficile pour les familles iraniennes, pour les enfants, on l'a su par le passé pour l'Irak, c'est vrai aussi évidemment pour l'Iran. Et je pense encore une fois qu'à partir du moment où on arrive à se mettre autour d'une table et à avancer dans la bonne direction, car évidemment tout n'est pas réglé, mais on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que vous estimez que la France a joué un rôle particulier dans cet accord? Est-ce que vous estimez que Laurent Fabius a joué un bon rôle? Non, enfin, j'ai pas le sentiment que la France ait joué un rôle, sauf peut-être un rôle de frein. En l'occurrence, c'est en tout cas ce qui lui a été reproché par les différentes parties qui étaient autour de la table. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Vous savez, c'est souvent comme ça en matière internationale. Ils récupèrent l'accord? C'est un peu le sentiment que l'on a à la sortie de cette réunion, mais allez, c'est pas grave, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, le conflit s'éloigne, les dangers s'éloignent, et l'Iran pourrait demain, par l'intermédiaire de ce processus, reprendre sa place dans le concert des nations. C'est ce que vous souhaitez? Bah oui, bien sûr, c'est positif. Bien entendu, je crois que on ne peut jamais se réjouir, si vous voulez, de voir des conflits persister entre des nations. L'Iran est une grande nation et géopolitiquement est une nation importante. C'est toujours mieux d'avoir des relations avec eux que pas de relations du tout. Israël parle au contraire d'une erreur historique. Oui, mais je crois qu'Israël est très inquiet. On peut le comprendre d'ailleurs pour sa sécurité. C'est vrai que c'est un pays qui n'a jamais réussi depuis déjà des décennies à vivre dans la quiétude, dans la sérénité, dans la sécurité. On peut le regretter d'ailleurs, et nous avons toujours été les tenants d'un positionnement très équilibré. Je crois aussi que c'est historiquement le rôle de la France. Israël a le droit à sa sécurité, la Palestine a le droit à son existence. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avancer, si vous voulez, sur ce dossier suffisamment, peut-être aussi parce que la voix de la France n'est plus celle qu'elle était, parce que justement elle a perdu peut-être ce sens de l'équilibre par un atlantisme forcené. Le voyage de François Hollande cette semaine a été plutôt souligné comme un voyage réussi d'un côté comme de l'autre. Pendant des années, la France est apparue comme étant profondément atlantiste, et du coup, eh bien, elle a perdu dans cet atlantisme forcené, encore une fois, une crédibilité. Voilà, elle est moins audible aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être dans un passé maintenant un peu lointain. Il y a un dossier qui pourrait émerger assez rapidement, c'est la Centrafrique. La France pourrait lancer une opération militaire. Aujourd'hui, il y a 400 soldats français sur place. On parle de 1000 hommes. Est-ce que la France doit aller en Centrafrique ?
Ce qui est sûr, c'est que la Centrafrique, et pas seulement d'ailleurs, le Mali aussi, est la conséquence des errements de notre politique étrangère. Il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont. L'opération en Libye, soutenue par le PS d'ailleurs à l'époque et lancée par Nicolas Sarkozy, a été une erreur absolument majeure. Le soutien, encore récemment, aux rebelles syriens, dont tout le monde sait aujourd'hui, ou fait mine de découvrir qu'en réalité ils sont totalement pris en main par Al-Qaïda, a été et est une erreur majeure. Ça a donné des ailes aux fondamentalistes islamistes, ça les a armés, puisque une grande majorité des armes que l'on retrouve sur d'autres terrains d'action terroriste aujourd'hui sont les armes qui ont été livrées aux rebelles fondamentalistes libyens. Bon. Et donc on a participé, je crois, à la déstabilisation de pans entiers. Pour vous, le Mali, c'était une erreur ou est-ce qu'aujourd'hui... Non, ça n'est pas une erreur, mais, puisque j'ai soutenu l'intervention au Mali. Mais c'est la conséquence de nos erreurs. Ça, c'est une certitude. Et en même temps, c'est très contradictoire, car une fois de plus, quelle est la logique dans une politique internationale qui consiste à soutenir les fondamentalistes islamiques en Libye et en Syrie, et à les combattre au Mali et demain peut-être ailleurs. Vous avez soutenu l'opération au Mali. Est-ce que vous soutiendriez une opération en Centrafrique ? Oui, pour peu qu'on nous explique quels en sont effectivement les contours, mais la vraie question c'est avec quoi? Parce que là encore il y a une contradiction majeure. On ne cesse de baisser le budget de la défense et on demande à notre armée d'intervenir sur des territoires de plus en plus nombreux. Avec quoi? Aujourd'hui on sait qu'on ne serait même pas capable de mener l'opération malienne, on n'en aurait plus les moyens. C'est la raison pour laquelle je demande que soit constitutionnalisé un budget à hauteur de 2% de la défense pour pouvoir avoir à tout le moins, le moyen, non pas tant de nos ambitions, mais le moyen de la protection du personnel militaire que nous envoyons sur ces territoires. Retour en France, Marine Le Pen. Cette semaine, Bernard Renès, qui est le député qui avait été poignardé lors des cérémonies du 11 novembre, est revenu à l'Assemblée. Et il a dit dans l'hémicycle: qu'arrive-t-il à mon pays? Il y a une digue quelque part qui est en train de se rompre. Nous tous qui avons un mandat du peuple ou qui le briguons avons la responsabilité collective d'endiguer la haine qui semble monter maintenant. Est-ce que vous partagez le diagnostic? Est-ce qu'il y a une haine qui monte? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le profil de celui qui a agressé M. Renès. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement choquant de voir des élus agressés physiquement et particulièrement brutalement dans son cas. S'agit-il d'un déséquilibré? S'agit-il... voilà, je ne peux pas le dire. Moi, je pense que le climat qui est instauré est un climat qui est instauré de manière totalement artificielle. On a fait monter des débats de manière artificielle, expliquant qu'il y avait que la France était devenue raciste, que les Français étaient des beaufs et des racistes, etc. Je crois que c'est artificiel. Pour vous, la France n'est pas devenue raciste? Non, je pense que la France n'est pas du tout raciste, mais je pense que ces débats-là, ils servent à des mouvements politiques qui n'ont plus rien à offrir, qui n'ont plus rien à dire, qui n'ont plus aucun espoir. C'est quoi? C'est de la manœuvre? C'est un écran de fumée? C'est quoi, oui, en fait? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, mais clairement, écoutez, vous voyez bien de la part du Parti socialiste que il s'agit là d'une manipulation politicienne et électoraliste pour tenter de ressouder des troupes qui partent dans tous les sens, qui sont divisées. Et quand on n'a plus rien à dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la souveraineté, eh bien, il faut bien essayer de créer un débat dont on pense qu'il va coaliser le grand meeting qui est organisé justement par le Parti socialiste mercredi contre le racisme. Oui, c'est une opération politicienne. Ce qui est plus étonnant, permettez-moi de le dire sur votre plateau, mais ça n'est pas tant que des politiques cherchent à faire monter ces débats artificiels pour essayer de susciter une adhésion ou de permettre une cohésion de leur camp. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ces débats artificiels soient reproduits par la presse sans aucune réserve, sans aucune prudence, comme si les médias avaient pris le parti... C'est-à-dire vous nous reprochez un peu, de créer ce climat? Non, de courir après la communication gouvernementale ou derrière la communication du Parti socialiste sans aucune réserve, sans prendre de recul, si vous voulez. On a un peu l'impression qu'il y a un emballement dont on s'aperçoit qu'en réalité, il est fondé... Marine Le Pen, il y a eu quand même plusieurs moments récemment où justement il y avait
enfin un peu de cohésion nationale. C'est effectivement assez rare parce qu'aujourd'hui les gens sont plutôt découragés quand on voit les enquêtes d'opinion. Et vous avez été à contre-ton. Il y a eu 2 moments en particulier, la victoire des Bleus, mais déjà le moment de la libération des otages, qui était effectivement plutôt un moment de communion nationale. Et vous avez un peu cassé l'ambiance. On vous a entendu sur le retour des otages. Laisser planer le doute. On a un peu l'impression que vous êtes comme le schtroumpf grognon, quoi, qui est toujours à contre-temps. Vous n'avez pas envie de vous réjouir de ces moments, nationaux? Mais bien entendu que je m'en réjouis. Mais quand vous parlez de cohésion nationale, vous parlez de la cohésion des partis politiques. Mais est-ce que... je pense que les Français se réjouissent quand même globalement quand un otage rentre. Oui, bien sûr, ils se réjouissent. Mais ils trouvent, je pense, de manière très majoritaire, scandaleux que le gouvernement en fasse une publicité personnelle. Voilà, je pense que l'utilisation de ces moments, l'instrumentalisation, l'arrivée des caméras, etc. Si vous étiez ils ressentent ça, je crois qu'ils ressentent ça vraiment comme une instrumentalisation et ils en sont aujourd'hui gênés. Voilà. Et si ça n'empêche pas d'être heureux de leur retour, bien sûr. Si vous étiez président de la République et que des otages revenaient, est-ce que vous n'auriez pas à cœur bien qu'il y ait justement un moment d'accueil un peu national avec des caméras avec les Français? Sûrement pas, non. Vous je ne me lancerai pas dans ce type d'opération qui consiste à aller les tirer par la manche devant des caméras alors qu'ils sont encore hagards de leur détention pour venir essayer d'en tirer un profit politique. Non, ça, je ne ferai pas ça c'est sûr. Sur la victoire des Bleus, toute la France s'est plutôt quand même réjouie de cette victoire et le communiqué du Front National était très critique sur l'équipe des Bleus. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On s'est réjoui de cette victoire. On l'a peut-être un peu relativisé quand même. Bon. C'est ça, mais c'est un peu rabat-joie. Non, c'est pas rabat-joie. Non, c'est pas rabat-joie. Je pense qu'on est heureux que l'équipe ait remonté 2 points. Voilà, on a quand même le droit de dire que c'est pas ni contre l'Allemagne ni contre le Brésil, que c'est contre l'Ukraine. Et qu'à la limite, on est Est-ce que c'est nécessaire de relativiser? On est content, si vous voulez, d'aller au Brésil, mais c'est quand même la moindre des choses, quoi. Voilà, bon, c'est la moindre des choses. On se réjouit pas pleinement. Parce que nous avons une vision politique. Nous ne sommes pas des commentateurs journalistiques ou des commentateurs sportifs, madame. Nous sommes des responsables politiques. Et nous avons dit, nous espérons que cela va être utile pour eux, pour que l'on ne retrouve pas les comportements qui ont scandalisé les Français il y a quelques années. Ce n'est pas, donc c'était dans le communiqué, ce n'est pas le concept racialiste de la France black, blanc, beurre qui a sauvé la France hier soir. C'est vrai. C'est le bleu, blanc, rouge qui avait... cette phrase? Mais pourquoi? Parce que M. Moscovici immédiatement a tweeté en se fondant sur ce concept-là, parce que on l'a vécu. C'était ça ce que vous appelez la récupération? On a vécu cette instrumentalisation il y a déjà quelques années. Bon, et nous, ce que nous disons, parce que c'est une analyse politique que nous faisons, c'est que si nous avons gagné, c'est parce que c'est le bleu, blanc, rouge qui a gagné. C'est le patriotisme qui a fait gagner. Mais c'est aussi le black, blanc, beurre, non? Non, c'est le patriotisme. Quand on les regarde, il y a des blacks, il y a des blancs, il y a des beurs. C'est quand même incroyable d'avoir une vision racialiste comme ça des choses. Moi, je vois pas de blagues de blanc et de beurre. Moi, je vois des Français. Et je vois encore une fois du bleu, blanc, rouge. Et je vois un stade entier qui chante la Marseillaise plusieurs fois de suite. Et je dis que le patriotisme qui est présenté en toutes circonstances comme étant un concept ringard, un sentiment limite suspect, eh bien, c'est un sentiment qui permet de se dépasser. Voilà, de créer... Mais là, visiblement, tout le monde était d'accord avec vous, parce que tout le monde s'est réjoui, effectivement, de ces... Voilà. Et ça n'est pas, encore une fois, je n'ai pas une analyse racialiste comme l'ont eu un certain nombre de responsables politiques. Dans un instant, on parlera des municipales et on se posera la question, c'est quoi un maire FN? A tout de suite. Retour dans BFM Politique, on va parler municipal, Marine Le Pen. À Gamache, dans la Somme, Arnaud Cléret, qui était le candidat UMP, avait décidé de faire liste commune avec le Front National. Il s'était d'ailleurs fait exclure de l'UMP pour cela. Visiblement, aujourd'hui, il regrette. Il a écrit une lettre à Jean-François Copé, qui en a donné le contenu ce matin sur Europe 1. Je voudrais qu'on l'écoute. Le Front National, m'écrit-il, est un parti avec lequel on ne peut pas travailler ni même lancer d'idées. Une sorte d'anarchie malsaine vit au sein de ce mouvement. Aucune proposition pour une simple municipalité. Il parle d'anarchie malsaine et d'aucune proposition. Ça veut dire que sur le terrain, vous n'êtes pas prêt? Le pauvre. Non, mais je veux dire, c'est terrible d'en arriver à faire écrire une lettre à un candidat d'un village de 3000 habitants, c'est ça? C'est la seule raison de réjouissance de sa semaine. Je trouve que c'est pitoyable. Bon, écoutez, cette liste Rassemblement Bleu Marine, elle aura lieu sans M. Cléret, qui a l'air d'avoir subi des pressions assez lourdes, mais elle aura lieu avec tous ses colistiers, c'est-à-dire avec des colistiers UMP qui vont quitter M. Cléret, anciennement UMP, et des colistiers Front National. Donc elle verra le jour, cette liste Rassemblement Bleu Marine, comme d'autres endroits. Il dit que sur le terrain,
c'est l'anarchie malsaine et qu'il n'y a aucune proposition. Non mais d'accord, mais quelle est la valeur de la parole de ce monsieur Cléré? Excusez-moi. Vous balayez d'un non, mais je veux dire, c'est quoi? Il a quoi comme compétence particulière? Vous voyez bien que cette lettre, elle a été écrite sous la dictée de monsieur Copé, qui d'ailleurs l'utilise. Pour vous, c'est téléguidé, quoi? Bon, ça me paraît tellement évident. Enfin, écoutez, je ne comprends même pas qu'on puisse en parler. Allons sur le terrain. Il y a beaucoup d'autres villes dans lesquelles les listes se constituent, rassemblent à droite, à gauche, rassemblent les patriotes. Pour à droite, à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez éventuellement avoir d'anciens candidats socialistes, par exemple, qui vont vous rejoindre? Oui, il y en a qui nous ont rejoints, oui, bien sûr, notamment dans le Pas-de-Calais. Il y a d'anciens socialistes, il y a d'anciens communistes qui nous rejoignent aussi parce qu'ils sont patriotes et parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus rien à attendre, si vous voulez, des partis, entre guillemets, traditionnels et qu'ils veulent pouvoir œuvrer au sein d'un parti qui rassemble. On va regarder sur le terrain ce qu'on peut attendre justement des élus Front National. C'est l'heure du reportage de la rédaction. On a été à Vitrolles. Alors certes, Vitrolles, c'était en 1997. Les Maigret ont quitté ensuite le Front National, mais à l'époque, ils se sont fait élire sur une étiquette et sur un programme Front National. Donc ce qui nous a intéressé, c'est quand même d'aller voir quelles mesures ils avaient prises et quels souvenirs ils avaient laissés. C'est un reportage d'Alexis Cuvillier et Antoine Bonnetier. Parmi les Vitrolais, difficile de trouver des défenseurs de la gestion frontiste. Un très mauvais souvenir. Je pense que les Vitrolais n'en gardent pas un souvenir exceptionnel. Ça a été une catastrophe. C'était la dégradation de Vitrolles. Le parti a remporté la commune en 1997. Aux commandes, Catherine Maigret qui quittera le FN 2 ans plus tard. Parmi les priorités de l'édile, la sécurité. La police municipale est doublée, un effectif 3 fois supérieur à la moyenne régionale, quitte à sacrifier d'autres budgets. Les associations pour qui on n'avait plus d'aide, les poubelles qui étaient ramassées pas régulièrement, ça c'était devenu tout, même tout ce qui est entretien, jardin, tout ça c'était devenu. Voilà, donc on a été vraiment mécontents. Autre mesure qui fit beaucoup parler, l'application d'une préférence nationale. Une prime versée aux enfants français nés de parents européens, annulée par la justice. Le FN local reconnaît aujourd'hui une erreur. Ça ne concerne pas les municipalités, dans les médias en tout cas. On ne peut pas considérer que les pouvoirs sont les mêmes sur le plan local que sur le plan national. Donc il est évident qu'on ne peut pas pratiquer ce genre de choses actuellement. Ici on applique la com du parti. S'il gagne des municipalités en 2014, le FN n'en fera pas des laboratoires. Pas de test de mesures envisagées au niveau national. Paradoxalement, le parti sait qu'il peut compter sur le ras-le-bol du gouvernement pour rallier de nouveaux suffrages. En 15 ans, le Front Vitrolais assure avoir beaucoup changé. La parole reste très libérée. Moi, je parle arabe, voilà, je vais vers les Arabes. J'ai des Arabes qui sont pour Marine Le Pen. Je veux dire, du moment qu'on est français, voilà. Ce qui change, c'est ça, qu'on n'est plus sectaire. Les espoirs, c'est Marine. Mais il faut bien écouter ses propos, qui sont différents de son papa. Vive la France, bleu, blanc, rouge. À Vitrolles, ce qu'on voit, c'est que quand ils ont mis plus de policiers, ça coûtait de l'argent. Du coup, moins d'argent, ils le disent, pour le ramassage des ordures, pour l'entretien des parcs. Est-ce que le problème, c'est pas que vous avez un discours national, mais quand vous vous retrouvez finalement au niveau local pour appliquer ce programme, il y a un peu le mur du réel? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je vous rappelle que Mme Maigret a été réélue. Donc, il a quand même dû trouver quelques 50% en plus, quelques voix. Vous avez vu qu'il y en a quelques-uns qui sont réélus à l'époque. Voilà. Bon, d'accord. Mais vous n'avez pas réussi à les trouver. Mais ça peut arriver, bien sûr. Vous avez vu, la fin du reportage, elle est tout à fait satisfaite et elle dit que l'avenir, la réalité, c'est que d'ailleurs, sur le plan des finances de la ville, la situation s'était améliorée. Que ce soit d'ailleurs à Vitrolles ou à Toulon. C'est le comportement personnel de Bruno Maigret qui a posé un problème. Il s'est servi de cette ville d'abord comme un marchepied personnel et comme effectivement une sorte de laboratoire, ce qui a été, je le crois, une erreur. Mais vous dites qu'aujourd'hui, ce sera effectivement plus du tout le cas, mais du coup, qu'on comprenne bien, c'est quoi un maire FN? C'est-à-dire, quelle est la manœuvre que vous auriez, quelle est la marge de manœuvre que vous auriez de plus qu'un autre maire? Qu'est-ce que vous feriez de différent d'un autre élu? On ferait différemment car on pense différemment. Mais concrètement, par exemple, parce que les élections municipales, c'est très... Par exemple, nous allons baisser les impôts, concrètement. Ça veut dire que vous allez baisser aussi les dépenses? Oui, les dépenses. Quelles dépenses, par exemple? Par exemple, les dépenses de communication, les dépenses festives, le financement des associations communautaristes ou des associations politisées comme SOS Racisme. Mais les associations sont presque toutes politisées, non? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'associations qui répondent vraiment à l'intérêt des habitants. Comment vous feriez pour faire le tri? Il y a des associations sportives, mais c'est très évident. Comment on voit la différence entre une association politisée? Je ne sais pas si vous voyez pas la différence entre l'association des boulistes du dimanche et SOS
SOS Racisme. Alors là, c'est un peu embêtant. Moi, je suis capable de le faire. Des associations particulièrement utiles, j'imagine, dans les quartiers, par exemple. Donc il y a toute une série d'associations qui sont régulièrement subventionnées, qui sont clairement des associations politisées, qui d'ailleurs prennent part dans le débat politique. C'est aussi simple que ça. Elles prennent part dans le débat politique. Elles disent au moment des élections, voilà pour qui il faut voter, voilà contre qui il faut voter. Ça, ce sont des associations politiques. Eh bien, si elles font de la politique, à ce moment-là, il faut qu'elles se constituent en parti politique et qu'elles réclament un subventionnement de l'État. Le budget de la communication, par exemple, à Vitrolles, le budget d'achat pour la bibliothèque, par exemple, avait été coupé. Est-ce que ça fait partie aussi des dépenses inutiles? Non, ça n'est pas vrai, ça. Ça, c'est la caricature qui a été donnée. Ça n'est pas vrai, en l'occurrence. Bon. Non, mais je parle plutôt pour l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie des choses que vous envisageriez comme réduction de dépenses? Non, mais écoutez, les électeurs du Front National sont aussi attachés, si ce n'est plus, à la culture que n'importe quel autre électeur. Nous ne sommes pas des fronts bas, vous savez. Nous avons même, pour certains, fait des études. Donc, voilà, il faut arrêter de nous prendre... Non, mais je veux dire, il faut arrêter de nous prendre pour des sous-citoyens. Vous savez, on lit des livres aussi, incroyables, mais vrais. Non, mais alors là, donc, nous allons pas du tout de la victimisation, parce que vraiment, je vous demande simplement ce que vous feriez. Nous allons appliquer nos idées. Voilà, les idées qui sont celles de nos électeurs, et c'est pour ça qu'ils nous élisent. Nous allons donc arrêter les subventions aux associations communautaristes, car nous pensons que le communautarisme est un poison qui divise la société. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième heure du communautarisme. Les impôts, nous allons remettre en place la sécurité en déchargeant d'ailleurs les policiers municipaux les policiers nationaux d'un certain nombre de tâches pour les confier aux policiers municipaux. Nous allons gérer un bon père de famille. Alors justement, pour permettre, si vous voulez, que l'argent ne soit pas gaspillé. On va parler tout de suite justement de l'argent, des impôts. On accueille Edwige Chevrillon pour la séquence Question d'écho. Oups. Bonsoir Edwige, merci. Bonsoir Pauline, bonsoir Marine Le Pen. Le Premier ministre, justement, on va parler de réforme fiscale et d'impôts. Le Premier ministre a un peu surpris son monde en annonçant une vaste réforme fiscale. Ça a surpris y compris le ministère de l'économie et des finances. Demain démarrent les consultations avec les partenaires sociaux. D'abord les syndicats salariés, syndicats patronaux, et puis après les responsables des partis politiques. Est-ce que vous avez reçu une invitation? Est-ce que vous allez aller à Matignon? Non, nous n'avons pas reçu d'invitation et nous ne serons probablement pas convoqués à cette consultation, ce que je trouve véritablement scandaleux, car le Front National représente peut-être un Français sur 5 ou un Français sur 4, même peut-être aujourd'hui, et il n'est jamais consulté par le Premier ministre dans le cadre de ce qui représente... Est-ce que vous avez demandé à lettre? Vous avez... écoutez, ça me paraît être la moindre des choses. Non, j'ai pas écrit spécifiquement, mais enfin, il me semble quand même que dans les partis politiques importants, le Front National ne peut pas échapper à la sagacité du Premier ministre. Mais en même temps, vous avez 2 élus, en l'occurrence à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que pour l'instant à Matignon, on dit on va réfléchir sur savoir si on reçoit. Oui, bien sûr, Marine Le Pen et le Front National. Mais je pense qu'ils adaptent à chaque fois, c'est ça. Ils disent on ne reçoit que les présidents de groupes comme ça. On sait très bien ça évite de parler au Front National. Mais on va interroger sur la fiscalité les partenaires sociaux. Bon, déjà si vous étiez reçu d'un point d'interrogation, mais qui représentent en général 7% des salariés, les différents syndicats. Nous qui représentons 20% des Français, ou peut-être même 24 ou 25%, nous n'allons pas être entendus. Marine Le Pen, l'objectif de cette réforme, c'est un peu de faire avaler la couleur avec les hausses d'impôts depuis 3 ans. Est-ce que pour vous, c'est une manœuvre politique? Ou sur le fond, effectivement, il faut remettre à plat, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Ayrault, la fiscalité en France? Est-ce que d'abord vous parlerez de ras-le-bol fiscal? Est-ce que vous parlez de délire fiscal? Ou au contraire, voilà, c'est le consentement à l'impôt qui est le fondement de notre République? Bon, moi je vais vous dire, je ne crois pas du tout dans cette grande réforme. Elle ne sera pas faite. Quand on lance un grand débat comme ça, c'est en général pour refermer le couvercle. Non, c'était la proposition numéro 14 du président de la République, du candidat François Hollande. Oui, bien sûr, et on vous explique que ça prend tellement de temps que peut-être ça ne verra pas le jour avant 2017. Bon, la dernière fois d'ailleurs que quelqu'un nous a fait un grand débat comme ça, c'était Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale. Mais il s'agissait uniquement de faire de la politique politicienne. Restons un instant là-dessus. Est-ce que sur le fait de fusionner l'impôt sur le revenu, la CSG, est-ce que ça vous paraît une bonne idée de dire qu'il faut trouver un peu plus un seul impôt plutôt que cette espèce d'archaïsme fiscal qui nous gère? Je pense qu'il y a beaucoup de débats qui peuvent être utiles sur ce sujet, notamment sur la simplification, parce qu'on a parlé d'un choc de simplification, mais personne ne l'a jamais vu, ce choc de simplification. Mais c'est la fiscalité d'abord. Est-ce qu'il y a trop d'impôts? La simplification
fiscale. Il y a des centaines d'impôts qui ont été créés. Il y en a même 84 taxes et impôts qui ont été créés sous depuis 3 ans. C'est pour ça que je dis 3 ans. Oui, voilà, la dernière année de Nicolas Sarkozy et la première année de François Hollande. Ils ont créé chacun 30 milliards d'impôts supplémentaires. Mais qu'est-ce que vous pour répondre à votre question, est-ce que vous dites ras-le-bol? C'est le délire fiscal absolu qui fait que les Français et les entreprises, et notamment les PME, les très petites entreprises, les artisans et les commerçants, n'en peuvent plus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de Français qui payent l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'il faut élargir la base d'impôt sur le revenu? On est en train de savoir comment est-ce qu'on va gérer la pénurie. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, pour résoudre le problème des impôts, c'est d'arrêter d'abord la politique d'austérité imposée par l'Union européenne et c'est de recréer la croissance. Car s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, de toute façon, il n'y aura pas de recettes fiscales. On va arriver là-dessus. Donc, sur le plan de recettes fiscales, vous avez raison, le ministre du Budget, à ce même micro, disait qu'effectivement, il y avait de moindres rentrées fiscales. Mais est-ce que vous êtes pour modifier, effectivement, la fiscalité en France, notamment l'impôt sur les revenus et la CSG, puisque c'est ça dont on parle en ce moment? Oui, je suis pour les modifier. Je suis aussi pour une plus grande proportionnalité de l'impôt sur le revenu pour permettre aux classes moyennes sur laquelle pèse le plus lourdement, si vous voulez, l'impôt, de s'en voir allégé. Je suis pour qu'on arrête de taper sur les familles. Je suis pour qu'on fasse une grande modification de la fiscalité aussi des entreprises. Voilà, je crois qu'objectivement, on est en train là de mourir d'une hyper-fiscalité, mais qui est le seul moyen aujourd'hui de l'État, qu'il soit d'ailleurs UMP ou socialiste, pour une raison simple, c'est qu'ils obéissent encore une fois à des ordres qui sont des ordres peut-être aussi qu'on ne fait pas d'économie, peut-être qu'on ne fait pas d'économie. Mais vous avez raison, madame. Vous avez raison. Vous avez raison de dire qu'il faut absolument faire des économies sur ce que j'appelle les mauvaises dépenses de l'État. Il y a quand même, moi je ne suis pas d'accord sur l'endroit où on fait des économies. Bon, eux, ils font des économies sur les services publics. Les collectivités territoriales, les collectivités locales. Non, mais ce qui crée d'ailleurs un gros problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, vous l'aurez remarqué, les Français se retrouvent avec des impôts qui ne cessent d'augmenter et des services en face qui ne cessent de baisser. C'est ça qui rend les choses insupportables. Est cassé. Est-ce que il est cassé. Le lien est rompu entre justement services publics et fiscalité. Bien sûr, le lien est rompu parce qu'on demande aux Français, de manière profondément injuste, toujours de payer toujours plus d'impôts, mais en face, il y a moins de tribunaux, il y a moins de sécurité, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de maternités, il y a moins de postes, il y a moins de tout. Et quand il y a encore, eh bien le niveau, la qualité des services qui sont rendus, notamment, je pense à l'école, je pense à la santé, vite, Marine Le Pen, je suis désolée. ne cesse de baisser. Alors évidemment qu'il y a une rupture du consentement. Est-ce que vous demandez au gouvernement de retarder la hausse de la TVA qui doit intervenir au 1er janvier 2014? Je demande d'annuler la hausse de la TVA. Il y a des mesures urgentes à prendre. Annuler l'augmentation de la TVA, annuler l'écotaxe, annuler d'ailleurs aussi l'équitaxe, puisque vous en avez parlé, qui va probablement tuer 6 000 emplois, faire fermer 2 000 centres équestres et mener 80 000 chevaux à l'abattoir, ce qui moi aussi fait partie de mes préoccupations. Un mot très rapide, puisqu'il nous reste juste 1 minute. Vous voyez, ça passe vite pour parler d'économie. Sur l'euro, parce que sur l'euro, on a un sentiment que vous avez un petit peu évolué. À un moment, vous disiez que vous étiez pour la suppression de l'euro. Maintenant, vous êtes pour une suppression concertée, en l'occurrence, avec les différents partenaires de l'Union européenne. Mais j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que j'étais pour... j'ai vos déclarations là devant moi. J'ai toujours dit que j'étais pour une sortie concertée et organisée de Et vous maintenez ça? Bien sûr, je le maintiens, et je le maintiens avec des prix Nobel d'économie. Monsieur Stiglitz, Monsieur Krugman, Halley, lorsqu'il était vivant, M. Roubini, qui dit la même chose. Ils sont tous américains, vous me direz. Oui, ça change rien. Avec des économistes comme M. Rosa, comme M. Lafay, comme M. Sapir, comme M. Gréau, comme M. Todd, dont j'aimerais bien qu'ils puissent venir sur les plateaux de télévision et de radio exprimer les raisons pour lesquelles ils pensent, comme je le pense, que l'euro était un handicap fantastique pour notre économie, que c'est lui qui est à l'origine de notre perte de compétitivité, que c'est lui qui tue nos exportations et que c'est lui qui est en partie à l'origine de l'augmentation du chômage de masse. Juste entre 1950 et l'euro, le franc a eu 14 dévaluations. J'ai vérifié, vous voyez, parmi d'autres économistes. Nous, on n'a pas eu de dévaluation, évidemment, et pour cause, depuis que l'euro a été créé. Est-ce que finalement, vous pensez que ce serait une vraie bonne chose de retrouver le franc, qu'on retrouve notre propre monnaie nationale? Mais je crois que c'est la seule sortie possible. Car l'euro a démontré qu'il nous a mis avec une croissance nulle depuis 10 ans. Vous savez, Mme Sueur, qu'on est quand même le seul
seul espace au monde qui a eu une croissance zéro avec l'Iran, parce que l'Iran était sous blocus. Donc on a eu la même croissance qu'un pays qui était soumis au blocus. Bon, excusez-moi, mais enfin c'est quand même une anomalie dans le monde. Je rappelle encore une fois que 95% des pays du monde ont leurs frontières et ont leur monnaie. Eh bien, je ne demande après tout qu'une chose, c'est d'être comme l'immense majorité des pays du monde, capable d'adapter ma monnaie à mon économie, parce que le bilan de l'euro, et les Français le font, est un bilan déplorable. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Edwige Chevrillon. On accueille Anna Cabana pour la séquence Marine contre Le Pen, voir vos propres contradictions. Bonsoir Apolline, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors vous vous élevez contre la formulation d'extrême droite pour désigner le Front National. On a même le sentiment que vous vous sentez sincèrement calomnié. On écoute. Cette formulation d'extrême droite est utilisée par nos adversaires justement pour nous décrédibiliser. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif qui est utilisé de manière politique, de manière partiale, pour dénigrer le Front National. Extrême droite, ça fait extrémiste de droite. Alors je ne vois rien dans le programme qui est le mien, celui que je porte, d'extrémiste. Alors désormais, vous menacez carrément de saisir la justice pour faire admettre que ce terme est une injure, c'est votre mot. Alors on veut bien vous croire quand vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, mais ce que je suis pas sûre de comprendre, c'est où se situe la différence. Parce que l'extrême droite, historiquement, c'est le mélange du traditionnalisme, du nationalisme, du patriotisme, voire du fascisme. Alors qu'est-ce que vous rejetez parmi les différentes tendances que votre père a réussi à fédérer en créant le Front National? Mais c'est que ce propos est quand même très révélateur d'ailleurs. Qu'est-ce qui est fasciste dans le programme du Front National? Non, je vous dis que l'extrême droite a été... Qu'est-ce qui est extrémiste dans le programme du Front National? Le mélange de tout ça, historiquement... Mais mais n'importe qui, mais n'importe quoi, permettez-moi. Il y a des journalistes qui nous expliquent que « Ah non, mais c'est l'extrême droite, c'est parce qu'ils sont contre l'immigration. » D'accord, donc tous les gens qui sont contre l'immigration sont d'extrême droite. Mais en quoi c'est un gros mot, extrême droite? Nombreux. En quoi est-ce un gros mot? Mais parce qu'il est utilisé pour ça. D'ailleurs, dans le même sac, quand on parle de M. Brejnik, le terroriste fou, c'est l'extrême droite. Quand on parle des attentats de Boston, c'est l'extrême droite. Quand on parle des racistes, etc., c'est l'extrême droite. Vous êtes où, mais du coup, Marine Le Pen? C'est si vrai, madame, que lorsque j'ai dit que je considérais que c'était un terme péjoratif, tous les journalistes ont dit « Ah, ben nous, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on interviewera, on dirait extrême droite. » Comme s'il s'agissait d'un petite médaille. Où est-ce que vous êtes, du coup, dans l'éventail? Mais nous ne sommes pas dans l'éventail. Voilà, nous sommes au-dessus de l'éventail. D'accord. Vous n'êtes pas, donc, effectivement, dans l'éventail entre la droite. Voilà, nous sommes ni de droite, ni de gauche. Oui, mais alors ça, c'est une définition négative, Marine Le Pen. Non, comment vous définissez positivement? Vous n'êtes pas d'extrême droite, vous n'êtes pas de droite, vous n'êtes pas de gauche. Nous sommes pour la nation. Et ce n'est pas anodin ce que je dis, ce n'est pas une formule creuse ou vide de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une classe politique, UMP, PS, Verts, UDI, Modem, qui considère que la France est un concept ringard, que la nation doit être dépassée au profit d'un fédéralisme européen. Donc si on cherche une définition positive, ils ont d'ailleurs contribué, si vous voulez, à vider la souveraineté de la France, de la souveraineté du peuple français, pour le transférer à Bruxelles. Bon, et par conséquent, ils ne croient plus en la nation. Nous croyons en la nation. Donc on cherche une définition positive. Donc un parti national, un parti national. Un parti patriote. D'accord. Donc et national aussi. Vous ne récusez pas cette adjectif? Populaire, oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup national, populaire, patriote. Alors il y a beaucoup de vos militants que ça ne gêne pas de se dire d'extrême droite, qui ne prennent pas ça pour une insulte. D'ailleurs, ils ont globalement moins de scrupules, disons, sémantiques que vous. Alors vous avez dit, par exemple, que vous désapprouviez tout à fait les manifestations du 11 novembre parce que vous avez précisé qu'on ne manifestait pas le jour d'une commémoration. Or, on a arrêté préventivement des militants du Front National. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, vous ne tenez pas vos troupes? Ça veut dire qu'ils ne vous écoutent pas? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on est en train de passer d'un pays démocratique à un pays totalitaire. Voilà ce que ça veut dire. Car arrêter préventivement des gens, permettez-moi de vous dire qu'on ne fait ça que dans les pays totalitaires. Ça n'existe pas d'arrêter préventivement des gens. Ça veut dire qu'on les a arrêtés alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Ils étaient autour du candidat Valéran de Saint-Just, qui est présent sur ce plateau, derrière vous, d'ailleurs, venu pour commémorer le 11 novembre, ce qui est le droit de tous les Français, et attendant le président de la République, tranquillement, sans rien faire, eh bien, ils ont été mis de côté et mis dans des paniers à salade, préventivement, comme vous dites. Ben, ça s'appelle une arrestation arbitraire. Et d'ailleurs, plainte a été déposée contre cette arrestation arbitraire, car c'est une dérive que je trouve
trouve relativement dangereuse. Alors, deuxième thématique. Au fond, je vois pas le rapport avec le fait que avec ces militants dont vous me dites que ça les dérange pas qu'ils soient appelés d'extrême droite. Non, parce que c'est vrai que vos militants ne sont pas dérangés par l'appellation extrême droite, au fond. Parce qu'ils prennent pas ça comme une injure. Mais parce que quand on leur parle, quand on leur parle, extrême droite, ils prennent pas ça. Anna Cabana est quand même votre reporter sur le terrain, elle les a rencontrés. Marine Le Pen, votre père dit que c'est les médias qui en ont fait quelque chose d'insultant, mais qu'en soi, se dire d'extrême droite n'est pas une insulte. Madame, comment vous définissez, vous, l'extrême droite? Ça n'est donc ni la droite, ni la gauche. Non, mais vous le définissez comment? Parce que, allez, essayons d'aller dans la logique. Mettons que vous êtes de bonne foi et que la formulation d'extrême droite n'est pas du tout une formulation péjorative utilisée, effectivement, mais attendez, on est de bonne par les foi médias. en posant cette Avec question, grand plaisir, d'ailleurs, depuis que j'ai foi. demandé à ce qu'on arrête de faire ça, on est traité d'extrême droite 100 fois plus qu'avant. Bon, ça prouve d'ailleurs, ça m'a permis d'ailleurs de démontrer aux gens qui écoutent, les journalistes, quels sont les journalistes qui sont des militants politiques et qui utilisent ce terme pour des raisons politiques, et ceux qui ne sont pas des militants. Sur ce plateau, on est plutôt de très bonne foi sur ce plateau. On se pose simplement la question de où est-ce qu'on vous positionne. C'est normal de se poser cette question-là. À droite et a une vision ultralibérale de l'économie. Voilà, ils pensent que la loi du marché doit tout régler. Mais ils ne se sentent pas insultés quand on leur dit qu'ils sont ultralibéraux pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes à la droite de la droite, admettons que vous soyez qu'on soit... Non, on a compris, vous avez dit que vous n'étiez pas à la droite de la droite. On a compris. Moi, j'aimerais bien... Mais nous ne sommes pas des ultralibéraux, nous sommes contre l'ultralibéralisme, contre le laisser-faire, contre le laisser-passer. Donc là, par exemple, nous ne sommes pas à la droite de la droite, vous voyez, c'est une erreur. Bon. Et il y a toute une série comme ça de domaines dans lesquels je suis désolée, mais nos positions ne sont pas du tout extrémistes. Car, encore une fois, en quoi nos positions sont-elles extrémistes? Citez-moi une position extrémiste. Marine Le Pen, justement, je voudrais parler un peu c'est intéressant comme débat. Notamment des mœurs, par exemple. Le positionnement sur les mœurs. Anna, vous aviez prévu de poser des questions sur la question du rapport au mariage pour tous. Parce que votre positionnement sur le mariage gay, en fait, vous n'avez donc pas voulu, on le sait, participer aux manifestations contre le mariage pour tous, tout en indiquant que si vous étiez élu, vous aboliriez la loi, tout en promettant de respecter les mariages qui auraient déjà été contractés avant votre élection, et tout en vous déclarant favorable à une amélioration du PACS, notamment sur le plan de la transmission patrimoniale. Donc au fond, alors vous avez dit... C'est contradictoire. Non, disons que vous jouez sur tous les terrains. C'est-à-dire que vous, à la fois, vous donnez des gages aux homosexuels, puisque vous leur... Parce que vous montrez que sur les mœurs, vous n'êtes pas fermé sur ce terrain-là, et en même temps, vous rassurez la partie traditionnaliste de votre électorat. Non, mais madame, je comprends que vous soyez dans votre rôle, je veux dire, en essayant de trouver des justifications. Moi, ça fait très longtemps que je dis que je suis pour une amélioration du PACS. Bon, je suis pour une amélioration du PACS. Et vous essayez de faire la synthèse entre des choses qui sont difficilement conciliables. Je suis pas au PS, moi. Je ne fais pas de synthèse. Je défends mes idées. Bon, donc voilà, je suis pour une amélioration du PACS parce que je pense qu'en matière de succession, parce que je pense qu'en matière de maintien dans les lieux, en cas de décès, il y a effectivement des améliorations à faire. Je suis contre le mariage homosexuel, je l'ai dit. Je ne me suis pas sentie obligée d'aller manifester et je ne l'ai pas regretté d'ailleurs. Je crois que la position que j'ai est parfaitement cohérente et au contraire, je reste en cohérence avec ce que je suis. Donc je ne vois pas de contradiction dans ces domaines-là. Quant au fait de ne pas revenir sur les mariages qui auront été célébrés, c'est l'état de droit qui exige ça. Je suis aussi avocat et respectueuse du droit, respectueuse de la loi lorsqu'elle a été votée, et je suis contre la rétroactivité des lois. Donc je pense que quand on abroge une loi, on ne peut pas défaire ce qui a été fait sous l'égide d'une loi qui a été votée. Tout cela est parfaitement cohérent et parfaitement respectueux du droit. Je suis heureuse de voir que vous n'avez pas réussi à trouver de contradictions dans mon discours. Bon, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. Il y aura notamment Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui viendra faire le face-à-face. À tout de suite. Retour dans BFM Politique avec mon invité Marine Le Pen. Dans un instant, c'est Henri Guénaud qui viendra vous affronter sur ce plateau. Mais revenons quand même sur certains événements de la semaine. D'abord, Abdelhakim Dekar, 6 jours de traque, des tentatives d'assassinat, ici même à BFM TV, à Libération, à la Société Générale. Il a fini par être arrêté mercredi. Est-ce que vous estimez que la police et la justice ont bien fait leur travail ? Écoutez, la justice, elle n'a pas encore fait son travail. La question qui se pose, c'est sur le suivi, si vous voulez, de profils qui sont des profils dangereux. Hein. C'est un homme qui sortait de milieux d'extrême gauche violents, qui aurait peut-être pu faire
l'objet d'un suivi un peu plus précis. Regretter qu'il n'y ait pas eu un suivi. Ce qui a été le cas. En même temps, si vous voulez, à l'époque, n'existait pas effectivement le fichier des empreintes et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. Bon, il a été arrêté, je crois que tout le monde s'est réjoui de cela car il était évidemment extrêmement inquiétant de voir quelqu'un comme celui-là courir les rues de la capitale. Hein. Valérie Trierweiler a dit prendre Danielle Mitterrand comme modèle et elle annonce, je cite, qu'elle ne se taira plus. Est-ce que c'est son rôle ? Ah, bah écoutez, très bien. Il me semblait pas qu'elle avait été particulièrement discrète, hein, enfin en tout cas dans le mandat, mais bon, ça, on s'attend à quelques tweets ravageurs. Alors, elle pourrait peut-être aller s'occuper de la situation, dénoncer la situation des femmes en Arabie Saoudite, qui pourtant est un allié du gouvernement de son mari. Hein, vous entendez qu'elle choisit ses combats contre la lapidation des femmes, pour le droit des femmes à vivre dignement, librement, dans un pays dans lequel elles n'ont aucun droit, même pas le droit de conduire, ni d'ouvrir un compte en banque, ni de travailler, ni de quoi que ce soit. Voilà les combats que vous aimeriez qu'elle porte. Par exemple, ça pourrait être un bon début. La ministre Dominique Bertinotti a dévoilé ce week-end qu'elle avait eu un cancer. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites chapeau, vous avez du respect pour le fait qu'elle le dise aujourd'hui ? Oui, moi j'ai assez de respect pour cela. Je pense qu'elle l'a fait pour démontrer qu'on pouvait être victime de cette affection terrible et en même temps continuer à travailler. Je pense que c'est un espoir pour les femmes qui sont dans cette situation et qui, peut-être pour certaines, ont le sentiment qu'on les met au rebut. Et voilà, j'ai trouvé ça assez courageux. Moi, je lui tire mon chapeau. Elle est courageuse. Le transporteur Maurice Ducrot, qui a déposé le bilan, 5000 salariés qui pourraient être menacés. Est-ce que vous croyez toujours à l'inversion de la courbe du chômage ? Est-ce qu'on peut croire à l'inversion de la courbe du chômage que nous promet le gouvernement ? Évidemment que non. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets et les remèdes qui sont mis en œuvre par le gouvernement, c'est-à-dire l'austérité de plus en plus lourde, aggrave la situation, contracte l'économie, crée les conditions de perte de recettes pour l'État et donc l'augmentation des déficits et donc l'augmentation de la dette. On est dans un cercle vicieux et on n'en sortira pas. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à la concurrence internationale déloyale dont sont victimes les transporteurs, à qui d'ailleurs j'ai écrit, puisque j'ai écrit à toutes les entreprises de transport, tant qu'on les mettra en confrontation avec la libéralisation du cabotage qui a été pour eux quelque chose d'absolument épouvantable, tant qu'ils seront confrontés à une monnaie trop forte, eh bien, hélas, on continuera à avoir des domaines entiers qui sont aujourd'hui fragilisés, comme l'agroalimentaire, comme les transports et d'autres. Et une question sur PSA, c'est une question qu'Edwige Chevrillon voulait vous poser tout à l'heure, mais elle n'en avait pas eu le temps. PSA qui est en négociation avec Dongfeng, PSA qui pourrait donc devenir chinois, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça catastrophique, je trouve ça dramatique, je veux dire, voilà, je trouve ça catastrophique et on peut peut-être avoir une espérance puisque PSA avait perdu son deuxième marché international qui était celui de l'Iran. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque les Américains qui étaient entrés au capital leur avaient interdit de continuer à livrer des voitures en Iran. Donc peut-être que ça permettra à PSA de voir une augmentation de ses capacités de production. Et sinon, est-ce que si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, vous donneriez de l'argent public dans PSA ? Est-ce qu'il faudrait nationaliser PSA ? Est-ce qu'il faudrait aider PSA ? Il faut tout faire pour sauver notre industrie automobile, parce que notre industrie automobile n'est pas seulement une industrie automobile. Je veux dire, c'est d'abord un fer de lance, c'est aussi beaucoup de technologie, des avancées technologiques. Or, si nous perdons cette partie-là, qu'est-ce qu'il va, en l'occurrence, nous rester ? Mais on a poussé Renault, Peugeot, à s'expatrier, à délocaliser, à aller ouvrir des sites de production ailleurs. Et il y a même des ministres qui sont allés avec un cynisme inouï pour ouvrir les entreprises. Hein. Ils ont coupé le ruban au Maroc, en Tunisie. Bon, je veux dire, on marche sur la tête. Tant qu'on ne fera pas de patriotisme économique, eh bien, on n'arrivera pas. Et tant qu'on n'arrêtera pas aussi la chasse aux automobilistes sous la pression des Verts, parce qu'il y a ça aussi un peu quand même. Hein. Je veux dire, on ne cesse de prendre les automobilistes comme des vaches à lait. Vous trouvez ça un peu contradictoire de dire qu'il faut acheter les voitures françaises, oui, mais en même temps les c'est effectivement un peu contradictoire. Mais justement, cette question de la mondialisation, du patriotisme économique, on va en parler dans un instant, puisque c'est l'heure du face-à-face. On accueille Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud, vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous êtes député UMP des Yvelines. On va pouvoir juger sur pièce de la ligne de démarcation entre droite classique, gaulliste, Front National. Est-ce qu'il y a une limite ? Où est la limite ? Qu'est-ce qui vous différencie ? On va parler du rapport au gaullisme, du rapport à la République, à la laïcité, de votre rapport aussi à l'Europe,
à la mondialisation, de la question du racisme. Henri Guénaud, vous avez accepté de venir débattre avec Marine Le Pen. C'est une question qui est visiblement pas évidente parce que à droite comme à gauche, beaucoup le refusent. Pourquoi avoir accepté d'être là ce soir, Henri Guénaud? D'abord, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. C'est vrai, j'ai hésité et beaucoup m'ont dit n'y va pas. Et j'ai quand même décidé de venir. Beaucoup, c'est qui? Beaucoup. Votre ami Nicolas Sarkozy? Non, non, non. Ah. Non, il ne s'occupe pas de ça. J'ai décidé de venir pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Front National est un parti reconnu par les lois de la République. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas interdit. Et donc, si nous devons avoir une confrontation politique, elle doit passer par le débat. Voilà. Première chose, je trouve d'ailleurs que le président, ce sera donc un moment démocratique, le président de la République a tort de ne pas recevoir les responsables du Front National s'agissant le Premier ministre, de la réforme fiscale ou de tout autre grand projet où il reçoit les autres responsables de parti. Je rappelle que le président Sarkozy n'avait pas cette attitude. C'est tout simplement le respect des règles de la République. Ou alors on considère que le Front National met en danger gravement la République et on l'interdit. Mais je n'ai vu personne pour l'instant faire cette proposition, ni à droite, ni au centre, ni à gauche. Je suis aussi venu parce que je trouve le climat actuel assez détestable et assez dangereux. Je trouve très dangereux de ressusciter une sorte de complot fasciste, ça d'extrême droite, ou peut-être nazi même, enfin, complot raciste, de le placer au milieu du débat public. Je crois qu'à force de jouer avec le feu, à force de considérer que tout est n'importe quoi et raciste, que tout est n'importe quoi et fasciste ou pire nazi, on va finir par recréer le nazisme, le fascisme, a priori, c'est un point sur lequel vous serez sans doute d'accord. Voilà. Non, mais je pense que chacun devrait faire preuve d'une grande responsabilité sur ce terrain. Il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait débat. Alors j'ai encore une chose à dire. Oui, encore un mot. Et après, il faudra que vous vous adressiez à Marine Le Pen qui vous écoute. Je m'adresse à elle, elle sera d'accord ou en désaccord, mais moi je ne veux pas être contraint de renoncer à parler des sujets dont parle le Front National, ou même de donner des solutions aux problèmes que le Front National soulève, sous prétexte que le Front National en parle et soulève ces questions. Pas parce que le Front National parle de l'Europe, de la mondialisation, de l'euro, de l'austérité, de l'immigration ou de l'insécurité, que plus personne ne doit en parler. Une espèce de terrorisme intellectuel et moral, aujourd'hui, qui consiste à dire, ces sujets, vous vous rendez compte ? Vous abordez ces sujets. Un terrorisme quoi? Dans la société, dans les médias partout, dans les médias, dans les partis politiques. Regardez, dès que vous abordez un certain nombre de sujets... Vous voyez qu'il n'y a aucun terrorisme intellectuel sur ce plateau, parce que vous êtes là, tous les deux, et que vous allez pouvoir aborder toutes ces questions-là. Voilà les raisons de ma présence sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence justement par la question du gaullisme, Henri Guénaud. C'est une des questions sur lesquelles vous vouliez poser des questions ou confronter votre vision avec celle de Marine Le Pen. Allez-y. Je ne suis pas venu pour faire un interrogatoire de Marine Le Pen, mais c'est vrai que le Front National est une famille politique qui affiche la volonté de dépasser le clivage droite-gauche. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de l'appeler parti d'extrême droite. On peut l'appeler extrême. Ça fait partie des points que nous avons évoqués. On peut l'appeler extrême si l'on veut, mais c'est un parti qui prétend emprunter à la droite et à la gauche. Il y a une autre famille politique dans l'histoire qui a fait cela, c'est le gaullisme. Et c'est vrai que quand on veut dépasser la droite et la gauche, on se trouve toujours sur une ligne de crête extrêmement dangereuse. On peut tomber du côté d'une idée ouverte de la nation, en général, enfin du côté du gaullisme, ou d'un côté plus dangereux. Plus dangereux d'ailleurs. Vous savez, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, des imbéciles brandissaient des panneaux dans la rue en disant « le fascisme ne passera pas ». Bon, donc il faut s'en souvenir. Mais ce risque... J'ai eu l'occasion de le rappeler, ce risque existe. Et de fascisme. Ce risque existe toujours. Moi, ce qui me sépare profondément du Front National, c'est son histoire. Voilà, c'est que les partis politiques, les familles politiques ont une histoire. Et l'histoire de la famille politique Front National, c'est pas la mienne. Voilà, c'est pas la mienne. J'ai un peu de mal à considérer que elle peut se présenter comme l'héritière, même partiellement, je parle de la famille, je parle pas de vous personnellement, mais du gaullisme, même si je sais bien que le Front National a changé, même si je sais bien qu'il y a au Front National des gens
qui viennent du gaullisme, du chevènementisme, du séguinisme parfois. Ça ne change pas la tradition politique, elle est inscrite dans les gènes d'une famille politique. Justement, Marine Le Pen, juste derrière vous, il y a Florian Philippot qui vous a accompagné sur ce plateau, qui lui, justement, revendique de venir du gaullisme, du chevènementisme. Alors Marine Le Pen, est-ce que... Oui, mais Monsieur Guénaud, ça c'est pas un débat d'idées, ça. Excusez-moi, mais c'est un débat poussiéreux, quoi. Le fait de dire, ah ben moi, en 1974, il y avait des gens qui étaient contre De Gaulle, alors du coup, alors moi, je veux plus en entendre parler, ça n'a pas de sens. C'est pas un débat politique. Le débat politique, c'est le général de Gaulle avait, à qui on reprochait un certain nombre de choses, mais avait un certain nombre d'idées. Bon, d'abord, sa grande idée, c'était la souveraineté de la France. Bon, le général de Gaulle aurait-il accepté le retour dans le commandement intégré de l'OTAN? Non, vous, oui. Est-ce qu'il aurait accepté de contrer un référendum où les Français avaient rejeté une constitution? Non, vous, oui. Est-ce qu'il aurait voté le traité budgétaire? Sûrement pas. Vous, oui, vous l'avez voté comme député. Est-ce qu'il accepterait la politique ultralibérale qui est mise en œuvre aujourd'hui? Non. Clairement, il ne l'aurait pas fait. Vous l'accompagnez quand même, quoi qu'on en dise. Bon. Alors, la vraie question, c'est, à part vous dire, si vous voulez, gaulliste, qu'est-ce qui reste des grandes options qui étaient, et de la grande vision de la France, qui était celle de De Gaulle, dans la politique que vous avez menée comme conseiller spécial, ou de la politique que vous avez votée comme député? Sur la Libye et sur la Syrie, très certainement, le général de Gaulle n'aurait pas accepté d'aller mettre au pouvoir les fondamentalistes islamiques qui ont imposé la charia, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, c'est des vraies questions de fond. Moi, je n'ai pas il y a 40 ans. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui plutôt d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes... Non, mais d'abord, vous n'y pouvez rien. Les familles politiques ont une histoire et elles sont marquées par cette histoire. Toutes, ce ne sont pas des ovnis, les familles politiques. Bon. L'histoire de votre famille n'est pas l'histoire de ma famille politique et je ne sens pas ces deux histoires conciliables. Maintenant, parlons des sujets dont vous venez de parler. Vous avez abordé la Libye. Et ça, c'est un peu attendez, c'est un peu votre défaut majeur. Dites un mot là-dessus, mais je voudrais quand même qu'on passe à l'avenir également. Oui, mais c'est intéressant parce que que vous portez l'un ou l'autre. C'est intéressant parce que ce qui est en cause, c'est le rapport à la politique et au pouvoir. Dites, c'était pas bien. Quand on est président de la République et qu'on se trouve en face du dilemme suivant, va-t-on laisser massacrer des dizaines, des centaines de milliers de gens ou va-t-on l'empêcher? Non, mais ça, c'est mais c'est ça la vérité. Non, ça, c'est le café du commerce. Non, ça, c'est le pouvoir. Non. Ça, je l'ai vécu. Ça, c'est le café. Non, il y avait des centaines de milliers de gens menacés de mort. Vous avez dit vous-même que c'était une erreur de jugement. Menacés de mort. Non, je n'ai pas dit ça. Si, vous avez dit. Ah, non. Vous avez dit très certainement, nous avons été nombreux, nous considérons que probablement que ça a été une erreur de jugement. Je n'ai jamais dit ça. Ah, donc vous assumez le fait d'avoir mis des fondamentalistes islamiques au pouvoir. Non, j'assume le fait. Comment vous ne le saviez pas, vous, et moi je le savais, moi? Madame Le Pen, j'assume le fait qu'à un moment donné, le président de la République, et nous tous d'ailleurs, nous avons jugé que nous ne pouvions pas, moralement, laisser massacrer des centaines de milliers de gens. Voilà. Et là, le problème du Front National, votre problème, c'est que vous éliminez toujours, vous occultez toujours la dimension tragique de la politique. Voilà. La politique, c'est pas toujours le bien contre le mal. Elle est aujourd'hui, monsieur. C'est pas le bien contre le mal, c'est qu'à certains moments, et même presque tout le temps dans la politique, presque tout le temps, vous avez à prendre des décisions dont vous ne connaissez pas les conséquences. Mais si, justement. Non. Si vous ne connaissez pas les conséquences, c'est que c'est une carence terrible en matière d'analyse géopolitique. Si on donnait une tour très démocratique et très respectueuse à ce débat, permettez-moi... dont vous ne connaissez pas les conséquences ou dont les conséquences sont toutes des conséquences dramatiques, toutes des conséquences tragiques. C'était le cas. Voilà pourquoi cette décision a été prise. Alors oui, c'est vrai qu'elle a eu des conséquences aussi néfastes, mais on a sauvé des centaines de milliers de gens. Et c'est vrai, il y a des conséquences négatives par ailleurs. Mais vous ne pouvez pas vous défaire de la question morale. De la question morale de la politique. Vous êtes confronté quand vous êtes... Voilà, mais si vous ne voulez pas l'admettre, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir. Oui, mais justement, si vous voulez, ce qui sépare un politique qui a l'envergure de n'importe qui d'autre, c'est justement que lui, il doit voir loin. Car gouverner, c'est prévoir. Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous-même, vous ne pourriez pas prévoir à 100%. Mais si, tout à fait, madame. Et je l'ai dit. Quand on part en guerre, on ne sait pas à l'avance si on va la gagner 100% ou pas. Madame, le jour même où Nicolas Sarkozy est intervenu, nous avons dit sur tous les tons, l'erreur est majeure. Ils vont mettre au pouvoir des fondamentalistes islamistes qui vont imposer la charia, qui vont mener la terreur dans ce pays. Ça va être le règne des milices, avec des assassinats de masse, avec une épuration religieuse. Et c'est exactement
exactement ce qu'il s'est passé. Et le massacre des centaines de milliers d'habitants de Benghazi. Il y avait un massacre avant. Mais d'ailleurs, personne n'en parle. C'est fini, la Libye est occultée. Allez, on est passé à autre chose. BHL est rentré chez lui, il parle d'autre chose. Il va aller au discours, il va aller au débat sur l'extrémisme. On ne ramenait pas les problèmes. Le problème est là, monsieur Guénon. On ne ramenait pas des problèmes aussi profondément humains, aussi profondément moraux. Ça a des conséquences très lourdes, y compris sur la déstabilisation. Personne n'a eu tort ou raison dans cette affaire. On avait le choix entre laisser massacrer des centaines de milliers de gens ou pas. On a choisi de ne pas les laisser massacrer. Vous pouvez. Il y a d'autres solutions. Non, mais il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres solutions après coup. On ne va pas refaire l'histoire, cela dit, tous les deux. Non, mais c'est Henri Guénon, vous vouliez aussi parler de la question du rapport aujourd'hui à la République et à la nation. Alors la République, c'est intéressant. Vous l'avez presque capturé. Enfin, l'idée que je me fais de la République, non, c'est intéressant. C'est pas d'ailleurs, vous n'en êtes pas la seule responsable. C'est surtout ces sujets sur lesquels vous connaissez parfaitement mes engagements, que ce soit la République, l'Europe, l'austérité, etc. C'est surtout ces sujets, vous avez autant d'audience. C'est parce que la classe politique, laissons de côté, si vous voulez, pour ce débat, le quinquennat qui vient de s'écouler, mais c'est parce que surtout ces sujets, depuis 30 ou 40 ans. Non, mais on pourra en parler des heures. Moi, non, c'est pas facile, c'est pas facile. Pas facile, oui. Mais on va pas faire. Aujourd'hui, on est là aussi pour on va pas revisiter le quinquennat de Nicolas Sarkozy en expliquant ce que le général de Gaulle, s'il était ressuscité par l'opération de l'Esprit Saint, ferait. Pardonnez-moi, c'est un peu vain. Voilà. Mais si vous voulez qu'un jour on prenne 3 heures pour prendre une à une les décisions prises par Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Sachez au moins que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde parce que... Mais oui, vous semblez ignorer une chose. Vous vouliez parler de la République et de la nation. Oui, vous semblez ignorer une chose, c'est que Nicolas Sarkozy a eu à affronter la pire crise depuis l'après-guerre, la pire crise. Voilà. Et que si le système bancaire s'était effondré, français, européen et même mondial, parce que le G20 n'aurait pas existé sans Nicolas Sarkozy, eh bien, il aurait emporté avec lui nos sociétés et la démocratie. Henri Guénon et Marine Le Pen, parlons de la suite. Attendez, au moins à cause de ça, je pense que l'histoire lui rendra justice. On verra le jugement qu'on peut porter sur son quinquennat mérite un peu de lucidité. Non, mais concrètement, vous vouliez pointer le rapport du Front National aussi à la République et à la nation. Vous avez entendu ça, Marine Le Pen, Henri Guénon qui dit que vous avez en quelque sorte capturé l'idée de République et de nation. Mais je la capture pas, je la défends. Mais M. Guénon devrait me féliciter de ça. Je veux dire, on a l'impression que c'est des parts de marché. Oh là là, elle m'a piqué ma part de marché parce que j'ai abandonné la part de marché. Alors il faut réinvestir la part de marché. Madame Le Pen. C'est un peu comme ça que réfléchit la classe politique. Moi, je défends la République. Voilà, la République, elle est démocratique. Est-ce qu'elle est encore démocratique? Dans la Constitution, elle ne l'est plus en réalité. Voilà, ça, c'est sûr. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et à force d'avoir transféré la souveraineté du peuple à une instance supranationale qui n'a pas été élue, eh bien, en réalité, on a tué l'idée même de démocratie. Est-ce que la République est encore laïque? Non. Tous les jours, il y a des reculs de la laïcité. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont rien fait pour rétablir la laïcité dans notre pays. L'entreprise est en train de mourir du communautarisme. La vie politique est en train de mourir du communautarisme. Et rien n'est fait pour que la laïcité soit rétablie dans notre pays. Elle est sociale? Non, elle n'est plus sociale. La République aujourd'hui, elle est oligarchique. Hein, et le peuple, la politique sociale est complètement abandonnée. On met en place l'hyper-austérité. On continue, quoi qu'on en dise, si vous voulez, à aider ceux qui n'ont pas besoin d'aide pour oublier d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Voilà. Et bien, c'est pas ça la République sociale telle qu'elle est inscrite, encore une fois, dans la Constitution. Elle est une et indivisible. Non, elle ne l'est plus. Alors, et tout ça, je suis désolé. Monsieur Guénon, vous me dites, ah oui, on va pas parler de l'ancien quinquennat, mais vous avez quand même une responsabilité. Non, mais si vous voulez qu'on en parle, on va parler que de ça. Mais à ce moment-là, on en parle sans caricature. Vous savez, le problème, Madame Le Pen, le problème, Madame Le Pen, c'est, vous regardez, c'est que quand on débat avec vous, et pourtant j'essaye de le faire, je crois qu'on l'a toujours fait avec beaucoup de courtoisie, c'est qu'on n'arrive pas à en placer une. Voilà, pour permettre... Je crois que vous avez parlé plus longtemps que moi. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez parlé plus longtemps. On peut tout mélanger. La République, je la défends depuis plus longtemps que vous, et avec beaucoup d'ardeur. L'austérité, je la dénonce depuis plus longtemps que vous. L'euro, je pense que c'est un formidable échec. Là, on a l'impression d'un concours entre vous deux. À qui défendra le mieux, la République ou le gaullisme? Oui, Henri Guénon, concrètement, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes d'accord avec moi sur tout. Non.
Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les sujets que vous soulevez. Oui, mais monsieur Guénaud, je ne suis pas d'accord. Vous avez été au pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer les Pasqua, hein, parce que Pasqua, il a été utilisé comme ça, comme leurre pendant des années. Hein. On disait, regardez, il y a Pasqua, il est pour la sécurité. Tous les autres effondrent la sécurité, c'est l'insécurité généralisée. Mais il y a Pasqua qui dit qu'il est contre l'insécurité. Monsieur Guénaud, il joue ce rôle-là. C'est un leurre. Voilà, c'est un leurre. Je suis content d'être il est là. Non, mais il est là pour dire l'euro c'est catastrophique. Les gens moins aimables ont parlé d'idiotie. L'euro c'est catastrophique, l'austérité c'est catastrophique, le transfert de souveraineté c'est catastrophique. Mais pourquoi êtes-vous encore alors à l'UMP? Car pendant 10 ans vous avez été au pouvoir et vous avez laissé ces choses-là se faire. Moi, j'ai pas été 10 ans au pouvoir. Et comme député vous avez voté. Oui, je vous explique pourquoi j'ai voté. Pourquoi est-ce que vous êtes à l'UMP? Non, à quoi servez-vous? Non, attendez, laissons simplement Henri Guénaud répondre maintenant. Ça c'est pas un débat, on mélange tout. Donc je vais répondre sur le traité européen, parce que sinon on n'y comprend plus rien. Pourquoi je l'ai voté? Je l'ai voté pour 2 raisons. La première, pour être conséquent avec moi-même. Ce traité, nous l'avons négocié, nous avons demandé aux Français de l'approuver. Je ne vois pas comment j'aurais pu, député, une fois le président Sarkozy parti, refuser de ratifier ce traité. Voilà, je ne vois pas comment j'aurais pu... Par cohérence. Par cohérence, oui, par cohérence, souci de cohérence. Bon. Vous avez trahi votre opinion quand même. Non, mais attendez. Pourquoi l'avons-nous signé? Pas pour transférer quoi que ce soit à l'Europe, tout simplement parce qu'à ce moment-là, nous étions confrontés à une des crises les plus graves que l'Europe ait traversées, en particulier une crise de l'euro où tout menaçait d'exploser. Bien, il fallait donc la solidarité européenne. La condition de cette solidarité européenne, c'est qu'on arrive à s'entendre sur ce texte. La France s'est battue, elle a refusé que la Cour de justice européenne soit l'arbitre de ce texte. On n'a pas transféré du tout de souveraineté. La seule chose qui a changé... Sur l'Europe, justement, votre rapport à l'Europe, non, c'est intéressant parce que... Non, on n'a pas transféré de souveraineté. Ce qui a changé, c'est qu'avant, il fallait, pour que le Conseil... il fallait que le Conseil l'approuve à une majorité, avec la majorité. Maintenant, il faut une majorité inversée. Bon. Ça ne change pas énormément de choses. Mais je vais plus loin dans le texte du traité. Une fois qu'on a signé un traité comme ça, c'est l'économie qui commande. Bon, d'ailleurs, personne ne le respecte. C'est bien ça. Non, mais c'est la différence fondamentale qui existe entre nous. Je vais vous la dire. Chez moi, c'est pas l'économie qui dirige. Non, je vais vous la dire la différence. Dans ce traité, il est prévu que le déficit structurel, notion absolument incalculable, hein, tous les économistes sérieux le savent, incalculable, doit être limité à 0,5% du revenu national. Vous allez me dire, c'est une règle idiote. Je suis assez d'accord avec vous, toutes ces règles sont des règles idiotes. Alors j'ouvre le programme du Front National et je vois, nous limiterons le déficit structurel à 0%. Donc vous me dites, vous avez signé une règle idiote, vous êtes lié les mains, et vous mettez dans... Et vous dites, quand j'ai le droit de fixer moi-même une règle idiote, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi. Accessoirement, oui, monsieur Guénaud. Voyez-vous, quand c'est le peuple français qui décide, je trouve que c'est toujours mieux, même si vous considérez que c'est une stupidité, que quand ce sont les instances européennes. 0% du déficit structurel, attendez, c'est une stupidité. Mais il ne faut pas après venir dénoncer les politiques de sécurité. On écoute Marine Le Pen. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu de transfert de souveraineté. Vous savez que c'est une contre-vérité. Allez, je vais être poli, hein, une contre-vérité. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a quelques jours, hein, on a soumis notre budget à l'Union européenne. Monsieur, ça va ou ça va pas? Allez, ça va, mais il faudra faire des efforts. Et s'il avait dit, monsieur, vous le savez, s'il avait dit, ce déficit, nous le rejetons, alors nous étions obligés de nous soumettre à leur diktat, sinon nous aurions eu des sanctions financières. C'est ça que vous avez voté. Nous aurions eu une amende. C'est ça que vous avez voté. Eh bien, moi, c'est une vision radicalement différente de la mienne. Moi, je pense que le peuple souverain doit rester souverain. Vous sortiriez d'une manière unique, monsieur Guénaud. Il doit maîtriser ses frontières. Il doit décider qui entre et qui se maintient chez lui. Il doit décider de sa monnaie. Il doit décider de son budget, parce que sinon nous sommes un peuple esclave. Et vous avez fait, avec vos amis, mais en accord avec le Parti Socialiste, car vous êtes d'accord sur tous ces sujets-là, vous avez transféré la souveraineté du peuple français vers des instances supranationales, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en réalité un peuple esclave. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la France a perdu sa souveraineté? Je vous rappelle, le traité de Maastricht, qui a été vraiment le moment de transfert majeur, a été voté par le peuple français. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez, Henri Guénaud, que vous alliez loin pour retrouver une décision positive du peuple français sur ces sujets-là, car vous savez pertinemment que la Constitution européenne a été imposée alors que le peuple français a dit non. Vous savez pertinemment, Madame Le Pen, que ça a été le moment le plus décisif.
Ben voyons. Est-ce qu'aujourd'hui... c'est vous qui le dites. Comme ça, vous vous libérez de toutes vos responsabilités postérieures. Non, j'ai voté non aussi à la Constitution européenne. Ah, vous avez voté non à la Constitution européenne. Henri Guénaud, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la France a perdu sa souveraineté? La Constitution européenne, vous avez voté non au référendum, monsieur Guénaud, d'accord, comme une majorité de Français. Oui, madame. Et puis à ce moment-là, les élus de votre mouvement politique, ainsi que ceux du PS, se sont alliés pour imposer cette Constitution française contre leur volonté. Non, vous le savez très bien. Et ça, vous auriez dû... Vous savez très bien que ce traité... De ce jour-là, vous auriez dû dire, Madame Le Pen, vous savez très bien que ce traité n'était pas à la Constitution européenne. Non, plus personne n'ose dire ça. Et là, vous faites un débat historique, tous les deux. Excusez-moi. Excusez-moi. Marine Le Pen dit la France a perdu toute sa souveraineté aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? N'a comme argument. Elle en a perdu beaucoup, oui. Elle en a perdu beaucoup. Et Marine Le Pen vous demande du coup pourquoi est-ce que vous restez à l'UMP? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui... Parce que moi j'ai l'intention de faire changer l'UMP plutôt que d'aller au Front National. Voilà. Donc vous ne vous contentez pas de l'UMP telle qu'elle est? J'ai de grandes ambitions, vous savez. Ça veut dire que l'UMP telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas? Mais dans l'UMP il y a beaucoup de gens différents. C'est bien le problème d'ailleurs. On ne sait plus qui pense quoi. Il y a beaucoup de gens différents à l'UMP. Non, mais il y a un parti en France qui est monolithique. Parce que c'est. Donc vous diriez quoi? Vous diriez que vous voudriez pardonnez-moi, c'est pas désobligeant, mais c'est une affaire familiale, c'est-à-dire qu'il y a une ligne. Mais vous ne pouvez pas dire ça quand on a 25% d'électeurs. Même, vous définissez la ligne du parti. Très bien. Oui, mais c'est non, on est cohérent, on ne raconte pas des histoires aux gens. On ne leur demande pas de venir sur des promesses qu'on ne tient pas. Voilà, on est cohérent dans notre projet politique et ce projet politique, il attire à droite comme à gauche des gens qui se disent, ben voilà, il est là le projet politique qui peut sortir la France de la situation. Vous avez une technique qui est la technique du bazar. C'est le BHV, quoi, à l'UMP. Alors, il y a les types qui sont pour l'Europe, d'autres qui sont contre. Il y a des gens pour l'immigration, d'autres qui sont contre. Il y a des gens pour la fiscalité, d'autres qui sont contre. Sauf que, quelle est la cohérence? Et alors, le débat, ça vous fait peur? Non, mais c'est pas comme de débat. C'est quand même quand on a débattu. Il faut quand même à un moment donné fixer la ligne. Parce que si vous ne fixez pas la ligne, alors à ce moment-là, vous mentez aux électeurs. Car vous dites à des électeurs, votez pour nous parce qu'on est pour la fiscalité contre, pour l'Europe contre, pour l'immigration contre. Et vous finissez par leur mentir. Voilà, c'est ça le problème. Henri Guénaud, défendez l'UMP dans ces cas-là. Non, mais non, j'ai pas envie, parce que le temps des partis staliniens et monolithiques est terminé. C'est fini. Alors défendez dans ces cas-là la diversité de l'UMP. Mais la diversité, c'est celle de l'UMP, celle du centre, celle du Parti socialiste, même le Parti communiste n'est plus monolithique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Front National, pour le coup, est le seul parti qui n'accepte pas le dialogue? Non, c'est un parti monolithique. Cohérent. Monolithique. Dans la Ve République, ce ne sont pas... Henri Guénaud dit monolithique, je ne fais que répéter. Je peux participer au débat, c'est possible? Allez-y. Dans la Ve République, ce n'est pas le parti qui fixe la ligne, c'est le candidat à la présidentielle. Voilà. C'est le fédérateur. C'est vrai pour tous les partis. Il se trouve qu'au Front National, le candidat à la présidentielle, c'est toujours le même. Donc, il n'y a pas de problème. On a toujours la même ligne. Très bien. C'est pas toujours le même, c'est la première fois que à l'UMP, on débat, on discute, on n'est pas tous d'accord. Et j'espère que le mouvement des idées ira plutôt vers ce que je pense, c'est-à-dire un grand parti gaulliste, plutôt que vers un parti libéral, libertaire. Pourquoi la politique, c'est un combat, madame. Vous avez l'habitude de fixer une ligne et que tout le monde vous suive chez vous. Mais moi, je considère... j'arrive à convaincre les gens. On verra si vous arrivez à convaincre plus de 50% des Français. C'est mon espérance. Mais voilà. Je suis claire dans mes propos. Il y a assez peu de figures de votre parti qui s'expriment dans les médias, par exemple. Je suis clair dans mes propos, vous le savez parfaitement. Je suis clair dans mes convictions. Et bien oui, je fais de la politique. J'essaie de convaincre. Tous les jours, il y a quelqu'un de l'UMP qui vient nous dire l'inverse de ce qu'a dit le voisin. Oui, mais cela dit, Marine Le Pen, la dernière fois, nous a expliqué que ce qui serait bien, c'est de faire pendant 18 mois un gouvernement UMPS. Alors, 10 ministres UMP, 10 ministres PS, président de la République PS, Premier ministre UMP. Bon, après, vous allez avoir Wauquiez d'un côté qui va dire autre chose, Châtel qui va dire autre chose, Copé qui va dire autre chose. Dans les médias, tous ceux qui sont... Marine Le Pen, ce que dit Henri Guénaud... C'est une malhonnêteté, Marine Le Pen. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au pouvoir? Eh bien, quand vous arrivez au pouvoir, vous ne respectez aucune des promesses que vous avez faites aux Français. Marine Le Pen, derrière vous, justement, il y a Florian Philippot, il y a Valéran de Saint-Just, et vous êtes finalement assez peu à vous exprimer dans les médias. C'est effectivement une poignée de personnes. Là, vous citez plusieurs membres de l'UMP qui, effectivement, sont une bonne vingtaine à aller s'exprimer régulièrement. Est-ce que c'est pas plus facile, c'est un peu ce que disait Henri Guénaud à l'instant, d'avoir un parti, du coup, ce qu'il appelait monolithique? Non, mais madame, donnez-moi la possibilité d'envoyer 20 cadres du Front National, car en réalité, c'est les médias
médias qui veulent pas les entendre parce que ça fait pas d'audience. C'est pas tout à fait juste. Non. C'est pas tout à fait juste. Eux, ils veulent des gens qui sont connus. Oui. Alors c'est le cercle vicieux. Ah ben non, vous n'êtes pas connus, donc vous serez pas connus, donc vous serez pas invités. Bon, nous n'avons pas de députés, ce qui est un véritable scandale. Vous en avez deux. Nous avons deux députés alors que nous représentons probablement entre 20 et 25% des Français. Bon, à partir du moment, si demain on avait 100 députés, c'est que c'est plus facile évidemment d'avoir une pensée qui a l'air cohérente. Croyez-moi, il y aurait très facilement 20 profils qui iraient sur les plateaux de télévision. Là, nous en avons deux, les deux vont sur les plateaux de télévision. Voilà. Donc nous sommes en réalité, on nous reproche quelque chose alors que nous en sommes déjà les victimes. Nous avons la double peine. Non seulement nous n'avons pas de députés à la hauteur de ce que nous représentons, mais de surcroît, la cohérence que ça vous donne. Du coup, nous ne pouvons pas faire inviter. Réjouissez-vous de la cohérence que ça vous donne, puisque vous disiez qu'effectivement vous étiez un parti plus cohérent. Ça fait 25 minutes que vous débattez. Madame, il y aurait de toute façon une grande cohérence, car ceux qui viennent défendre les idées du Front National et du Rassemblement Bleu Marine adhèrent aux idées du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Nous sommes un mouvement politique qui sommes là parce que nous avons des convictions profondes pour changer les choses. Pas une écurie de défense des intérêts électoraux des uns ou des autres qui se battent, qui se tirent dans les pattes pour pouvoir être prochain à la primaire, etc. C'est pas ça, Madame Le Pen. Nous, ça n'est pas ça, notre objectif. Ça fait 25 minutes que vous débattez. Merci Henri Guénaud. Pourquoi? Attendez, juste une question. On va passer, on va donner la parole à Véronique Jacquier, qui vous a écouté. Une seconde. Dites votre mot de la fin. Madame Le Pen, deux mots. Madame Le Pen, pourquoi toujours disqualifier tous les autres? Voilà. Mais monsieur, vous vous êtes disqualifié tout seul. Vous avez été au pouvoir 10 ans. Oui, bien sûr. Et vous vous êtes disqualifié au point que d'ailleurs, les Français n'ont pas réélu Nicolas Sarkozy. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que certains le regrettent maintenant. Merci Henri Guénaud, merci Marine Le Pen. Le Parti socialiste se dit c'est Véronique Jacquier qui vous a écouté avec beaucoup d'attention et qui va faire le débrief. Un petit cadeau pour Madame Le Pen. C'est pas du tout. Allez-y, comme ça, elle pourra le regarder pendant la pub. C'est un très beau livre que je viens de lire qui a été réédité, qui a été écrit dans les années 50 par un très grand historien qui s'appelle Lucien Febvre. Voilà, et je serais content que vous le lisiez et peut-être que la prochaine fois que nous ferons un débat, nous serons plus ouverts l'un à l'autre. On se retrouve dans un instant. C'est le genre de choses. Vous allez pouvoir le regarder pendant la pub. C'est le genre de choses qu'Alain Désir aurait pu m'offrir. Non, il n'y a pas de politique. Bonsoir Véronique Jacquier. Bonsoir Apolline. Vous avez écouté avec attention, c'est l'After RMC, le débrief. Allez-y. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors les municipales, vous avez défini pendant l'émission ce qui caractériserait le travail d'un maire Front National. On va vous réécouter. Nous allons donc arrêter les subventions aux associations communautaristes car nous pensons que le communautarisme est un poison qui divise la société. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième heure du communautarisme. Les impôts, nous allons remettre en place la sécurité en déchargeant d'ailleurs les policiers municipaux les policiers nationaux d'un certain nombre de tâches pour les confier aux policiers municipaux. Nous allons gérer un bon père de famille. Alors, ce que vous avez fait aussi pour ces élections municipales, c'est que vous avez édité un petit guide, le guide pratique de l'élu municipal Front National. Et dans ce guide, notamment, vous abordez les questions, si vous avez évidemment des élus dans les conseils municipaux, de vote du budget, de vote des plans locaux d'urbanisme, de vote des appels d'offres. Et vous dites de voter systématiquement contre ou de s'abstenir. Mais comment on fait s'il y a des décisions intelligentes à prendre? Non, mais dans ces domaines-là, madame. Dans ces domaines-là, oui, dans ces domaines-là, mais enfin, il peut y avoir des bonnes décisions à prendre, et l'élu Front National n'est pas obligé de voter contre. Le Front National n'est quand même pas le seul mouvement qui considère que lorsqu'on est dans l'opposition, on ne vote pas le budget. Bon, voilà, je pense que ça, c'est quand même traditionnellement... Bon. Sur les appels d'offres, pourquoi nous avons toujours demandé à nos élus de voter contre ou de s'abstenir? Parce qu'en réalité, on n'a pas les éléments véritablement pour savoir s'il n'y a pas des magouilles dans les marchés d'appels d'offres. Mais ça veut dire quoi? Vous partez du principe qu'il y a des magouilles, quoi. Ça veut dire que vous serez une force de blocage. Non, mais dans le doute, on ne vote pas pour, vous voyez? Dans le doute, je préfère qu'on s'abstienne. Mais c'est un peu la logique du complot, quoi. On dit, nous n'avons pas les moyens de savoir précisément s'il n'y a pas des accords qui ont été passés entre un tel et un tel. Et nous avons raison, madame. Donc vous partez du principe qu'il y a plus de magouilles que pas de magouilles. Car à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans les appels d'offres, on s'est rendu compte qu'en réalité, les conseillers municipaux d'opposition n'avaient pas réellement le moyen de détecter la fraude. Et quand on ne peut pas détecter la fraude, eh bien, mieux vaut s'abstenir plutôt que d'y participer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ce sont des sujets très précis dans lesquels, effectivement, nous demandons à nos conseillers municipaux d'être particulièrement prudents dans leur vote. Le budget compte parce que quand on est dans l'opposition, par définition, on doit pouvoir porter un budget bien différent de celui dans cette logique sur le plan, alors on est dans la majorité. Dans cette logique sur le plan électoral pur, est-ce que vous êtes pour des accords ou pour des désistements, pour des fusions de listes avec l'UMP? Comment ça va se passer?
Non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, parce qu'il n'y aura pas d'accord national entre le Front National et l'UMP. Bon, au plan local. Il y aura. Alors, au plan local, nous avons fait une charte. Écoutez, nous avons fait une charte politique avec des points qui nous apparaissent non négociables. S'il y a des gens qui, entre les deux tours, viennent nous voir, qui sont des gens sincères et de bonne volonté, et qui viennent nous dire, ben voilà, nous sur ces points-là, on s'engage, on signe la charte, et dans ces conditions-là, on vous propose de bonne foi une fusion entre nos listes. Nous analyserons la situation. Voilà. Mais la réalité, c'est que bien souvent, le Front National, même dans l'immense majorité des cas, sera au second tour, aura des élus. Je réponds d'ailleurs à l'avance, à la sottise qui est déversée en permanence par Jean-François Copé, qui dit « Ah, voter Front National, c'est voter PS. Et si on vote Front National, on aura des François Hollande dans toutes les villes. » Enfin, c'est dérisoire. Je veux dire, en l'occurrence, si on vote UMP, on aura des Jean-François Copé dans toutes les villes. Je réfléchirai à deux fois, vous voyez. Votre chiffre, quant à des triangulaires, vous les estimez à combien? Mais quasiment 95% des endroits où nous aurons des listes, nous serons au second tour, madame. 95% des endroits où vous estimez que vous serez au second tour. Bien entendu, puisqu'il faut 10% des exprimés. Bon, par conséquent, nous les aurons. Donc nous aurons des conseillers municipaux partout, et nous gagnerons des villes dans un certain nombre d'endroits. Alors pendant l'émission, on vous a interrogé aussi sur est-ce que le Front National était un parti d'extrême droite, et on va vous réécouter. Nous ne sommes pas dans l'éventail. Voilà, nous sommes au-dessus de l'éventail. Vous n'êtes pas, donc, effectivement, dans l'éventail entre la droite. Voilà, nous sommes ni de droite, ni de gauche. Oui, mais alors ça, c'est une définition négative, Marine Le Pen. Comment vous définissez positivement? Vous n'êtes pas d'extrême droite, vous n'êtes pas de droite, vous n'êtes pas de gauche. Nous sommes pour la nation. Vous étiez avec Anna Cabana. Vous, très rapidement et très factuellement, vous êtes rendu à La Haye pour discuter avec le chef de file de l'extrême droite néerlandaise. Alliance entre eurosceptiques en vue des élections européennes, mais alliance quand même avec l'extrême droite. C'est quand même étonnant, c'est vous qui dites ça, parce qu'il n'y a pas un média des Pays-Bas qui parle de M. Wilders en disant extrême droite. Pas un seul. Pas un seul. Ils l'appellent. Ils disent que c'est un parti. Ils n'ont peut-être pas le même centre de gravité que nous. Ils disent que c'est un parti populiste. Pas un seul ne l'appelle. Et vous estimez que vous êtes un parti populiste dans ces cas-là? Non, mais je veux dire, je préfère encore ça. Je préfère encore ça à extrême droite. Vous estimez, dans ces cas-là, si vous faites alliance avec un parti que vous-même vous décrivez comme populiste, vous considérez que tous ceux qui défendent la nation, qui sont contre l'immigration, qui sont contre la perte de souveraineté, qui s'opposent à l'euro, sont des gens d'extrême droite. Voilà. Populiste, c'est un terme qui vous va, du coup? Nous sommes des mouvements, encore une fois, patriotes. Et c'est le cas du mouvement de M. Wilders, qui a d'ailleurs été au pouvoir, une fois, je crois, avec l'équivalent de la droite et une fois avec le centre. Bon. Et il a des positionnements très proches concernant, en tout cas, l'Union européenne, très proches des nôtres. Et encore une fois, dans son pays, personne ne l'appelle extrême droite. Mais l'appelle populiste, donc c'est ce que vous disiez. En l'occurrence, il l'appelle comme ça, oui. À l'instant. Cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir dans son intégralité à 22h ce soir sur BFM Business. Merci Véronique. C'est l'heure du 20h et c'est avec vous, Marc Otteman.